Le dérèglement climatique qui fait déjà des milliers de victimes, c'est le cas à Madagascar qui souffre de la famine à cause du réchauffement de la planète. Et nous sommes en direct depuis la COP avec la ministre malgache de l'Environnement. Bonjour Madame Rarini Rina, merci de répondre à France 24. Madagascar est l'un des pays sur Terre qui pollue le moins. Il est pourtant l'une des premières victimes du dérèglement climatique. On va en parler dans un instant, mais d'abord votre sentiment. Comment est-ce que vous appréciez le début de cette COP de Glasgow? Il y a de belles promesses, il y a des accords qui sont passés, mais ça reste pour l'instant sur le papier très théorique. Effectivement, le début a été plutôt optimiste en ayant vu tous ces chefs d'État. Ce qui manque quand même, c'est la Chine et la Russie. Néanmoins, on espère, en tout cas, nous, pays insulaires et surtout premières victimes du changement climatique, qu'on va aboutir à de vraies décisions et surtout à un engagement réel. Effectivement, les attentes sont énormes pour Madagascar. D'après l'ONU, donc, la famine qui sévit actuellement dans le sud du pays est liée au réchauffement climatique. Il y a 1 300 000 personnes qui peinent à trouver à manger. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ces régions? Il y a moins de pluie, des températures qui sont trop élevées? Effectivement, le grand sud de Madagascar est un territoire victime et qui connaît durement les effets néfastes du changement climatique. Il y a une baisse très importante de la pluviométrie et les prévisions ne sont pas bonnes du tout pour l'année qui arrive. Il y a également les dunes qui se forment un peu comme le même phénomène qu'on trouve au Mali. Donc stabilisation de dunes comme projet principal porté également par l'État. Il y a le manque d'eau crucial qui fait que il y ait une migration climatique très importante et surtout impacte très fortement l'agriculture, l'élevage et même la survie des populations qui a besoin d'eau tous les jours. Et ça s'est intensifié depuis quand? Depuis quelques mois? Alors l'intensification du phénomène, on voit que depuis 3 ans, cette pluviométrie est de moins en moins présente. Et là, depuis quelques mois, on constate effectivement l'aggravation des températures, donc des températures extrêmes. Il y a aussi ce sable qui recouvre la plupart des terres agricoles, les habitations et surtout cette baisse très importante de la pluie. Et comme je l'ai dit, sur les prévisions à venir, on aura encore moins de pluviométrie. On est à 450 mm de pluviométrie attendue pour les mois à venir. L'autre gros problème, c'est sur ces 450 mm de pluie, il y a 150 mm qui arrivent parfois sur un jour, 2 jours et qui détruisent tout sur son passage. C'est l'ONU qui a fait le lien entre le réchauffement climatique et la famine en cours à Madagascar. Si on suit cette logique, eh bien, la famine est causée par les pays riches. Vous ont-ils fourni une aide d'urgence? Est-ce que vous l'avez demandé? Il y a urgence. Je reprends les termes d'Amnesty International. Il y a encore des gens, selon l'ONG, qui se nourrissent là-bas de cactus dans ces régions. Alors, il faut absolument remettre dans les contextes les choses. Effectivement, la famine à Madagascar est une conséquence directe du changement climatique. Il y a l'ONU qui le dit, mais c'est aussi une analyse de ces phénomènes climatiques un peu partout dans le monde. Et le GIEC est là aussi pour confirmer que ces phénomènes sont en train de s'intensifier à cause du changement climatique. Effectivement, il y a la question de l'urgence qui est au cœur de tout ça, mais il y a aussi la question des réponses. Et c'est là où Madagascar a commencé un travail colossal en termes d'adaptation. Il faut continuer ces projets d'adaptation qui ont été lancés par le président de la République et pas plus tard qu'il y a quelques mois, un colloque régional a été organisé mettant en avant justement ces besoins en infrastructures et surtout les besoins de répondre à une véritable politique d'adaptation de ce territoire. Quel type d'agriculture? Les pipelines pour transporter l'eau depuis Anos vers l'Anjou. Il y a également cette ceinture verte qui est un grand projet environnemental de reverdissement de l'Anjou, de stabilisation de ces dunes qui se forment un peu partout. Et bien évidemment, cette question de l'urgence est importante. L'État, avec les partenaires techniques financiers, sont en train de se coordonner pour voir comment rendre plus efficace cette aide d'urgence et surtout avoir cette cartographie des besoins sur les territoires pour avoir plus de performance, puisque ce qu'on constate sur ces dernières années, c'est que l'aide n'a pas été très bien coordonnée. Et donc ça fait partie des réformes menées actuellement par le gouvernement malgache. C'est une adaptation, pas une transition énergétique que vous réalisez en ce moment?
Il y a les deux volets qui ont été soulignés par le président de la République. Il y a la partie adaptation que l'on réclame et qui a été promis à la COP21 dans le cadre de l'accord de Paris. Le gap sur les 100 milliards chaque année prévu pour soutenir l'adaptation des pays comme Madagascar. Et il y a la transition énergétique, bien évidemment, qui est aussi un engagement que Madagascar a pris dans le cadre de sa solidarité climatique mondiale, réduire drastiquement l'utilisation du charbon de bois parce que ça détruit les forêts et nos forêts sont un poumon pour l'humanité. Ça contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de beaucoup de pays gros émetteurs. Depuis le début de la COP26, on a bien compris que les promesses des pays riches finalement ne sont pas versées aux pays en développement. Hein, les 100 milliards de dollars par an, Emmanuel Macron l'a souligné lors de son discours d'ouverture. Est-ce que vous appelez à un mécanisme légal qui obligerait ces pays riches à vous verser de l'argent pour financer donc cette transition ? Exactement, on souhaiterait un mécanisme légal et surtout rappeler aux pays riches, les plus gros émetteurs, que c'est une redevabilité climatique et c'est une promesse dans le cadre de l'accord de Paris. On ne peut pas démarrer une COP26 et surtout un nouvel accord après le protocole de Kyoto sans cette confiance-là. Et surtout, on ne peut pas continuer avec deux mondes fracturés. D'un côté, les pays comme Madagascar, État insulaire parmi les plus vulnérables et qui subissent de plein fouet cet événement dont il n'est pas responsable. Et de l'autre côté, les pays riches qui ont la possibilité de s'adapter. Donc il faut revoir et surtout le temps est contre nous, nous devons agir rapidement avec ou sans la Chine et la Russie. D'autant qu'il y a une autre menace qui concerne Madagascar et ses côtes, la hausse des températures qui peut entraîner aussi un risque de submersion. Exactement, Madagascar fait face à deux niveaux aux effets du changement climatique. D'un côté, la désertification comme celui qui est visible dans le Grand Sud, mais il y a aussi l'élévation du niveau de la mer. Et le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui porte donc ces projets d'adaptation des zones côtières, est en train de construire 3 grandes infrastructures pour aider ces villes côtières. Et ça fait exactement partie des priorités, des challenges que doit faire face Madagascar dans les 50 années à venir. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu en direct à France.